Le centre de la Voie lactée est une scène où se donne la réplique un rayonnement intense, une forte gravité et de nombreux mystères. Un endroit où les forces de la nature sont poussées à leurs limites. Mais que se passerait-il si notre propre planète se retrouvait dans ce théâtre cosmique ? Que se produirait-il si la Terre parvenait d'une manière ou d'une autre à y survivre ? Commençons ce voyage au cœur de notre galaxie pour le découvrir. Imagine ceci. Tu flottes dans l'espace entouré de milliards et de milliards d'étoiles. Soudain, tu aperçois au loin une masse brillante et tourbillonnante de gaz et de poussière. Il s'agit, mon ami, de la Voie lactée, autrement dit, notre maison dans les vastes étendues de l'univers. On estime que la Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En d'autres termes, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela représente quelques milliers de milliards de kilomètres. Et il ne s'agit pas seulement d'un ensemble statique d'étoiles et de gaz, mais d'un système dynamique en constante évolution. En fait, la Voie lactée se déplace actuellement dans l'espace à une vitesse d'environ 2,1 millions de kilomètres à l'heure. L'un des aspects les plus fascinants de notre galaxie est sa forme. La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle ressemble à un disque avec un bulbe central et des bras spiraux. Les bras spiraux sont les zones où naissent les nouvelles étoiles. C'est là que se concentrent le plus d'étoiles, de gaz et de poussière, et que se trouve le système solaire. Notre système est comme une minuscule tache dans la grande tapisserie cosmique de la Voie lactée. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie, une distance plutôt importante, n'est-ce pas ? Le système solaire se déplace également dans la Voie lactée en orbite autour du centre de la galaxie. Il lui faut approximativement 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour de la galaxie. Imagine un peu. Depuis l'époque des dinosaures, nous n'avons parcouru qu'un quart de ce chemin. La position du système solaire dans la galaxie a de nombreuses répercussions sur notre vie. Par exemple, la quantité de radiation et de rayons cosmiques à laquelle nous sommes exposés, et même la probabilité d'impact d'astéroïdes, etc. De plus, grâce à notre emplacement, nous pouvons jouir de vues étonnantes de l'univers qui nous entoure. Depuis notre point d'observation dans la Voie lactée, nous pouvons observer d'autres galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles dans des détails à couper le souffle. Nous évoluons aussi dans un voisinage très actif, avec de nombreuses autres étoiles et planètes à proximité. Nous avons donc de la chance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces opportunités ? Et si la Terre était située au centre de la Voie lactée ? Le centre de la Voie lactée abrite une région de l'espace appelée bulbe central. Elle est remplie d'étoiles. C'est comme une boule disco, mais au lieu de miroirs brillants, elle est recouverte d'étoiles. Seulement, cette boule disco est vraiment énorme. Elle a un diamètre d'environ 10 000 années-lumière. Le centre de la Voie lactée abrite également des environnements extrêmes qui feraient frémir même le plus courageux des astronautes. Les particules à haute énergie et les champs magnétiques intenses peuvent faire des ravages sur les appareils électroniques et les engins spatiaux. Les champs de radiation intenses peuvent griller tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est donc pas vraiment un endroit propice à la vie telle que nous la connaissons. Si la Terre était située près du centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Examinons quelques-uns des effets potentiels. Tout d'abord, les radiations. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le centre de la Voie lactée est l'une des régions les plus irradiées de la galaxie. Cela rendrait la vie sur Terre très difficile, voire impossible. Certes, nous disposons du champ magnétique terrestre. C'est une sorte de bouclier géant qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace extra-atmosphérique. Mais pourrait-il nous sauver si nous étions situés au centre de la Voie lactée ? Malheureusement, la réponse est non. C'est un peu comme essayer d'utiliser un minuscule parapluie pour s'abriter d'une énorme tempête. La galaxie gagnerait donc facilement. Mais le tableau n'est pas si noir. Certains organismes courageux sont capables de s'adapter à des niveaux élevés de radiation. Nous avons vu que la vie sur Terre a évolué pour survivre partout, des profondeurs de l'océan aux pôles glacés de la planète.
Imaginons donc ce qui se passerait si nous devions, d'une manière ou d'une autre, évoluer pour survivre dans ces conditions difficiles. Imaginons des humains dotés d'une peau dure et écailleuse qui les protège des radiations et des plantes dotées de structures uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement lumineux. Mais même ainsi, les rayonnements pourraient avoir des effets très effrayants sur l'être humain. Par exemple, elles pourraient endommager les molécules d'ADN et provoquer des mutations. Imagine un monde où les plantes auraient 5 feuilles au lieu de 4, où les animaux auraient un pelage étrangement coloré, où les gens auraient des yeux d'une couleur inhabituelle, ou d'autres caractéristiques originales. Et ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs exemples. Ne parlons même pas des plus moches. En outre, elles pourraient nous faire subir des changements métaboliques. Notre corps pourrait traiter la nourriture et d'autres ressources plus rapidement, ce qui pourrait entraîner des taux de croissance plus rapides et des tailles plus importantes. Les plantes pourraient devenir grandes et larges et les animaux seraient beaucoup plus imposants que la normale. Il existe également sur Terre des organismes capables de produire de la bioluminescence. Grâce à des niveaux élevés de rayonnement, ils pourraient briller encore plus que d'habitude. Imagine que tu te promènes dans une forêt la nuit et que tu vois les arbres, les champignons et même les insectes briller d'une étrange lumière bleue ou verte. À la fois effrayant et surprenant, n'est-ce pas ? Mais passons au prochain grand changement, la gravité. Au centre de la Voie lactée, la gravité est incroyablement forte. Tout cela grâce à un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. Et oui, c'est notre voisin maintenant. Génial! Et en supposant que nous ne soyons pas avalés par ce trou noir ou écrasés par cette gravité incroyablement forte, cela pourrait tout de même déclencher de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Ce trou noir serait comme un tyran gravitationnel, tirant et arrachant tout ce qui se trouve sur son chemin. En fait, si nous survivions à ce trou noir, nous participerions tous les jours à une sorte de compétition de surf grandiose. Il suffit d'ajouter un peu de frisson en risquant sa vie. Et oublions l'idée de fuir la planète. Ce ne serait plus du tout aussi simple de lancer des fusées. Oh, et les objets physiques ne seraient pas les seuls à être affectés par la gravité. Le temps s'écoulerait très différemment pour nous. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les zones de forte gravité. En d'autres termes, les terriens vieilliraient moins vite qu'une personne située loin du centre de notre galaxie. Par ailleurs, le centre de la Voie lactée est un endroit très animé. Des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes s'y déplacent chaque jour à des vitesses incroyablement élevées. Les positions des étoiles et des autres objets changent constamment. En d'autres termes, il faut dire adieu à la navigation normale. Les systèmes GPS ne seraient probablement pas fiables en raison de l'intensité des forces gravitationnelles et des radiations. Si tu te perds accidentellement dans une forêt phosphorescente avec des animaux effrayants, bonne chance. Mais il n'y a pas que du négatif. Le centre abrite également des nuages moléculaires. Ce sont des régions de l'espace où naissent les nouvelles étoiles. Et la Voie lactée, en général, offre des paysages étonnants. Par exemple, des nébuleuses étonnantes comme la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de l'Aigle, qui sont visibles avec des télescopes ou même simplement avec une bonne paire de jumelles. Si la Terre était située au centre de la Voie lactée, nous serions aux premières loges pour assister à certains des événements cosmiques les plus spectaculaires. Ne serait-ce pas génial ? En résumé, si la Terre était située au centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Bien sûr, nous savons tous que notre planète n'aurait pas survécu à un tel changement. Mais il est tout de même intéressant d'imaginer comment notre vie se déroulerait si nous y étions. Et à en juger par ce dont nous venons de parler, ce ne serait pas beau à voir. Alors, chérissons et apprécions notre paisible petit système solaire. C'est une nuit claire et tu es dehors en train d'observer les étoiles. La Voie lactée, à elle seule, te semble immensément grande. En consultant ton téléphone, tu apprends que la galaxie dans laquelle tu te trouves en ce moment précis fait 100 000 années-lumière de large. Pour te donner une échelle, une année-lumière représente déjà une très grande distance. Ainsi, il faut 4,2 années-lumière pour se rendre de la Terre à Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de notre planète à l'exception du Soleil. Ainsi, 100 000 années-lumière, c'est bien plus que ce que nous, simples mortels, pouvons concevoir. Et il ne s'agit là que d'une seule galaxie. Il en existe beaucoup d'autres.
Au vu de pareilles données, il semble peu probable que nous soyons la seule forme de vie dans l'univers, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais rien découvert d'autre jusqu'à présent? Autant être clair. La vie extraterrestre ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de petits bonhommes verts. Il peut aussi s'agir de micro-organismes, des bactéries et des plantes que l'on pourrait trouver sur d'autres planètes. En réalité, il existe un large éventail de possibilités pour que la vie existe ailleurs que sur Terre. Et si l'on considère qu'il y a jusqu'à 50 milliards de planètes dans la Voie lactée, il semble très peu probable que nous soyons seuls dans ce vaste univers. À quoi ressemblerait la vie sur d'autres corps célestes? C'est ce que nous avons passé des années à essayer de découvrir, et je t'invite à prendre part à cette réflexion. Une planète peut aujourd'hui paraître stérile, mais elle peut présenter des traces de matière organique ou de fossiles, indiquant qu'une forme de vie a pu y prospérer autrefois. Il se peut aussi que certaines planètes abritent des formes de vie dotées d'une biochimie complexe, ce qui signifie qu'elles peuvent avoir une faune comparable à celle que nous avons sur Terre, mais probablement très différente. La NASA a contribué au développement d'une science spécifique, consacrée à l'étude des formes de vie en dehors de la Terre. Il s'agit de l'astrobiologie. Dès sa création en 1958, l'agence spatiale n'a pas tardé à se lancer dans la recherche de vie extraterrestre et elle l'a rapidement incorporée à son action. Il s'agissait d'abord de comprendre comment la vie s'était formée sur Terre, et ensuite comment elle aurait pu apparaître sur d'autres planètes. La première fois que la NASA a tenté de rechercher des formes de vie dans l'espace, c'était en 1976. L'atterrisseur Viking s'était lancé dans l'espace en direction de Mars. On s'attendait à ce que l'humanité en rapporte les premières preuves de vie extraterrestre. Mais hélas, l'atterrisseur est revenu bredouille, avec des images d'une planète aride et désolée, et les savants de l'époque ont été extrêmement déçus. Les conclusions scientifiques sur la possibilité de détecter de la vie là-bas ont laissé tout le monde perplexe. Mais pour trouver, il faut d'abord savoir ce que l'on cherche, n'est-ce pas? L'échec de la mission Viking a permis d'alimenter les débats entre les chercheurs de la NASA sur la définition même de la vie. Il a également permis d'attirer leur attention sur un petit détail très important. Les engins spatiaux quittant la Terre emmènent généralement avec eux des micro-organismes et des bactéries terrestres, de façon fortuite, qui s'attachent naturellement aux véhicules. Il s'est avéré que ces bactéries pouvaient contaminer les échantillons des scientifiques, d'où la nécessité d'en tenir compte. Tout cela a fait passer les expéditions martiennes au second plan dans les projets à court terme de la NASA. Une nouvelle question prioritaire est apparue. Quels étaient les types et les stades de développement de la vie que les programmes spatiaux pouvaient espérer identifier? Les scientifiques avaient déjà peut-être rencontré la vie sur d'autres planètes, mais ils n'avaient pas été en mesure de l'identifier comme telle. C'est pourquoi la NASA a commencé à se pencher sur notre propre planète. Tout a été étudié, des formes de vie anciennes qui vivaient il y a des milliards d'années aux créatures vivantes qui arpentent aujourd'hui la Terre. On a compris que la recherche devait être effectuée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Examinons le développement de la vie sur Terre depuis sa création. Et imaginons que ce développement puisse être représenté comme une échelle ou un escalier, et que chaque étape de ce développement ne soit qu'une volée de marche d'un escalier plus grand. Tout d'abord viendrait la chimie de base, une soupe d'éléments chimiques en vrac, comme ceux que nous voyons dans le tableau périodique. Mais ces éléments doivent s'assembler en structures plus complexes pour pouvoir se reproduire, changer et évoluer. C'est ce qui se produit lors de la seconde étape, au cours de laquelle nous commençons à observer la formation d'organismes microscopiques. Au cours de la troisième étape, ces cellules se combinent pour devenir des organismes multicellulaires, ce qui permet une plus grande complexité et une plus grande variété. À l'étape supérieure, les espèces peuvent développer de plus gros cerveaux, ce qui permet à terme l'utilisation d'outils, le partage des connaissances et la culture. C'est là que se situe l'humanité. En regardant cette échelle, on peut se demander ce qu'il faudrait pour qu'un organisme multicellulaire évolue vers un être humain pleinement formé. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Il s'agit d'un énorme saut évolutif nécessitant beaucoup d'efforts, ainsi que des conditions environnementales parfaites pour se produire. Étant donné que nous n'avons jamais entendu parler d'autres civilisations extraterrestres, il se pourrait que nous soyons les seuls à avoir été capables d'accomplir ce saut. Après tout, quelle est la probabilité de trouver une vie semblable à la nôtre en dehors de la Terre? Cela dépend du nombre de planètes qui se trouvent dans la zone boucle d'or de leur étoile. Autrement dit, la zone autour d'une étoile où l'eau peut se trouver à l'état liquide.
Comme les étoiles existent dans toutes les tailles et toutes les configurations, cette zone est différente pour chaque système stellaire. Mais ce n'est pas le seul critère que nous connaissions pour déterminer la présence possible de la vie. Nous recherchons généralement 3 éléments pour la détecter: de l'eau liquide, du méthane et de l'oxygène. L'eau permet aux composants chimiques de se mélanger et de se connecter, formant ainsi des êtres multicellulaires. Le méthane est produit par le processus de décomposition des bactéries et l'oxygène est le sous-produit de la respiration des plantes. Ce sont là quelques-uns des signes révélateurs que le télescope James Webb a été programmé pour rechercher. Ce télescope a plusieurs objectifs ambitieux, qui pourraient bien révolutionner les sciences spatiales. Ses principales priorités sont de détecter des formes de vie potentielles, en étudiant les petites galaxies en orbite autour de la Voie lactée. Il recherchera également les étoiles les plus anciennes de l'univers, afin de recueillir des données sur l'origine de l'univers lui-même. Ce n'est pas une mince affaire. La NASA a mis 2 variables sur ce nouveau télescope. Un examen approfondi des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. Et la recherche d'extrémophiles, un type de vie qui survit aux environnements les plus extrêmes. Les extrémophiles ont été découverts pour la première fois sur la planète Terre dans les années 1960, au fond de la mer qui borde les îles Galapagos. Les chercheurs ont trouvé des micro-organismes vivant à proximité des cheminées hydrothermales qui jalonnent les fonds marins de cette partie du monde. Il faut beaucoup de résistance pour prospérer dans des endroits comme ceux-ci, où les températures sont extrêmes et dépassent parfois les 370 degrés. Tu imagines une telle chaleur? Cette découverte a marqué un tournant dans le domaine de l'astrobiologie, car les scientifiques ont compris que la vie pouvait se développer dans des conditions extrêmement difficiles, similaires à l'atmosphère présente sur plusieurs exoplanètes. Mais la vie pourrait bien apparaître dans notre propre voisinage si nous sommes assez chanceux. Guidée par le mantra de « chercher l'eau », la NASA lance 2 missions importantes à l'intérieur de notre système solaire, qui pourraient largement contribuer à la recherche de vie extraterrestre. Tu te souviens de Jupiter, n'est-ce pas? C'est la géante gazeuse qui possède la Lune nommée Europe. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert qu'Europe possédait un océan caché sous plusieurs kilomètres de croûte de glace. Et ce n'est pas tout. D'après les recherches, l'eau d'Europe serait salée, tout comme celle de notre planète. Europe est une candidate de taille pour y découvrir la vie. Mais la mission Europa Clipper n'a pas pour but d'essayer de l'identifier. Elle se mettra plutôt en orbite autour de cette lune et recueillera autant d'informations que possible sur ses conditions atmosphériques. L'autre mission à destination d'un satellite est Dragonfly, un octocoptère conçu pour explorer Titan, la lune de Saturne. Son lancement est programmé pour 2027 et la sonde n'arrivera dans l'orbite de Titan que vers 2034. Elle prélèvera des échantillons et examinera une série de sites prometteurs autour de la lune glacée de Saturne. Et qui sait, peut-être trouvera-t-elle de nouvelles informations sur la vie d'E.T. On verra bien, mais je dirais que nous n'avons jamais été aussi proches d'une grande découverte que nous le sommes maintenant. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons du nôtre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde.
Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. Elle, 9859D. Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ un tiers de sa masse pourrait être composé d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part, mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des super-Vénus. L9859E. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude, c'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine, et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire.
Et les planètes de classe Super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées superhabitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète superhabitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre, et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile haute joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes, mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux.